Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle édition d'Information en langue française sur Afrique Média. Merci également de nous recevoir chez vous. Nous ouvrons ce bulletin d'information par le Malawi où Saulos Chilima ne fait plus partie de l'exécutif malawita, celui qui occupait il y a quelques jours encore le poste de vice-président du Malawi a donc été limogé par le président de la République. C'était lors d'un remaniement ministériel qui a eu lieu mercredi. Dernier les détails dans ce reportage signé par Lydia Ndidi. Le poste de vice-président est depuis quelques jours absent du nouveau gouvernement formé par le président du Malawi, Peter Mutharika. Le nom de Saoul Chilima, précisément, ne figurait plus sur la liste des membres du cabinet publié par le secrétaire général du gouvernement malawite, Lloyd Muara, et aucun remplaçant n'a été non plus nommé à ce poste. Donc le Malawi n'a pour l'instant plus de poste de vice-président. Saulo Chilima paie-t-il ainsi les frais de son affront envers son gouvernement de tutelle? Plus tôt cette année, l'ancien vice-président avait annoncé qu'il se présenterait à Mutharika lors des élections de l'année prochaine, après avoir démissionné du Parti progressiste démocrate DPP au pouvoir, invoquant des allégations de corruption dans le pays. En juillet, le bureau du président a retiré l'autorisation de sécurité de Chilima en affirmant qu'il n'aurait ce privilège que dans l'exercice de ses fonctions. Chilima avait perdu la faveur du président Mutharika et du Parti démocrate progressiste. Il a formé son propre parti, le United Transformation Movement. Chilima a également été limogé de son poste de ministre de la préparation aux catastrophes il y a quelques mois. Il n'a depuis lors organisé aucun événement représentant le gouvernement. Plusieurs observateurs assimilent ce licenciement à une violation de la constitution malawite. Le président et le vice-président, en effet, sont élus conformément à la constitution, donc les deux sont supposés être toujours dans n'importe quel cabinet. Pour le reste de l'équipe, Lloyd Muara, le président commandant en chef des forces de défense du Malawi, conserve son poste, tandis que Godwin Godwe conserve son portefeuille de ministre des Finances, de la Planification économique et développement. Nicolas Doissi a été démis de ses fonctions de ministre de Technologie, de l'Information et de la Communication pour la sécurité intérieure. Il a été remplacé par Henri Moussa pour ce portefeuille. Francis Kassaïla est passé des Sports au ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme. Il a été remplacé par Grace Choumia en tant que ministre du Travail, de la Jeunesse, des Sports et du Développement de la main-d'œuvre. Une nouvelle équipe gouvernementale malawite aujourd'hui privée d'un vice-président. Au Tchad, le retour d'Achek Oumar a donc été officiellement acté ce 7 novembre 2018. Cet ancien chef de la diplomatie tchadienne, devenu opposant au régime d'Idriss Déby Itno, a donc été reçu au ministère de la Sécurité publique. Les détails dans ce reportage signé par Junior Wafo. Achek Oumar a reçu son acte de non-poursuite judiciaire, remis par le ministre de la Justice Djimé Arabi. Ce document marque l'arrêt et l'abandon de toute poursuite contre l'opposant. Car, faut-il le rappeler, l'ancien ministre des Affaires étrangères Souissène Abré, devenu opposant au régime du président Idriss Déby Itno, avait quitté le Tchad en 1994 pour s'exiler. Le retour de l'opposant Achek Oumar fait suite à l'amnistie prononcée par le président Déby lors de la proclamation de la 4e République du Tchad en avril dernier, qui avait invité tous les exilés à rentrer au pays. L'opposant de 67 ans a donc décidé, selon ses propres dires, de saisir la main tendue par le président de la République. Conseiller spécial du président Idriss Déby Itno de 1990 à 1991, Achek Oumar se dit très heureux d'être de retour auprès de sa famille et aussi prêt à apporter sa contribution pour maintenir la paix au Tchad. Nous restons au Tchad. Une délégation de haut niveau israélienne a donc séjourné en N'Djamena, ceci pour espérer renouer les liens diplomatiques entre le Tchad et Israël. C'est un reportage signé une fois, c'est un reportage signé par Tony Michael Minga. Israël et le Tchad ont repris des contacts qui restent toujours discrets en vue de rétablir les relations bilatérales. Les deux pays ont rompu leurs relations diplomatiques en 1972 dans la foulée de la guerre israélo-arabe de juin 1967, notamment l'occupation des territoires palestiniens.
Au cours des derniers mois, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé que son gouvernement déploie des efforts afin de renforcer les liens avec les pays africains. En juillet 2017, un émissaire du ministère des Affaires étrangères israélien aurait rencontré le président Idriss Déby Itno à Amdjaras, à l'est du Tchad, pour discuter autour des questions liées au renouvellement des relations diplomatiques entre le Tchad et l'État hébreu. Parallèlement, les visites officielles africaines en Israël se sont multipliées ces dernières années, marquant le retour officiel de ce pays en terre africaine. Si le rétablissement des relations diplomatiques entre le Tchad et Israël venait à se concrétiser, comme la Chine, l'Inde ou la Turquie, Israël profitera du relâchement américain en Afrique et de l'éclipse de la France. Le principal objectif du Premier ministre israélien serait diplomatique, à savoir avoir de nouveaux alliés et briser le soutien apporté aux Palestiniens dans les institutions de l'ONU et dans les autres forums mondiaux. Israël ambitionne aussi de reconquérir le siège d'observateur qu'il avait à l'Union africaine jusqu'en 2002. Mais Benjamin Netanyahou ne perd pas de vue les intérêts géostratégiques ou commerciaux de l'État hébreu. De leur côté, les États africains entendent diversifier leurs sources d'approvisionnement en armes et en technologie militaire, profiter de l'expertise israélienne dans les domaines de la collecte du renseignement, du traitement et du contrôle de l'information et des réseaux, de la cyberguerre, mais aussi de l'irrigation, la gestion des eaux et l'exploitation de l'énergie solaire. Au Bénin, le président de la République, Patrice Talon, était en visite de travail en Norvège il y a seulement quelques jours. Et durant donc cette visite en Norvège, le chef de l'État a participé au 8e sommet nordique et africain des affaires en abrégé et NABA. Et durant donc cette rencontre qui réunissait plusieurs chefs d'État africains et investisseurs, Patrice Talon a vanté les atouts de son pays et a appelé les investisseurs étrangers à investir dans son pays et qu'est le Bénin. C'est un reportage signé par Khalid Mama. Le premier jour de la visite du président Patrice Talon a été marqué par la signature d'un mémorandum. La dite signature a été faite par les représentants des deux États. D'un côté, le ministre béninois des Affaires étrangères et de la coopération, Nikolai Astrup, et de l'autre côté, le ministre norvégien du développement international. Une décision politique qui inscrira le Bénin dans la révision de la liste des pays partenaires au royaume norvégien prévue en 2019. De ce pas, le pays de Patrice Talon bénéficiera des différents programmes du gouvernement norvégien. Ces programmes pilotés par l'Agence norvégienne de coopération internationale au développement mettent un accent sur la santé, l'éducation et la recherche scientifique. Ils mettent aussi un accent sur des programmes, notamment dans le secteur de la pisciculture et de l'huile. Dans la même lancée, l'admission du Bénin parmi les pays partenaires du Norvège permettra aux investisseurs privés du Royaume d'intervenir dans ce pays africain. Ceci avec le concours de leur gouvernement. À ce titre, le Bénin sera bénéficiaire de 100% du processus d'accès au marché norvégien, ce qui permettra au pays d'exporter des produits tropicaux béninois au Royaume. Lors de son séjour à Oslo, Patrice Talon a participé au 8e sommet nordique et africain des affaires. Durant cette rencontre, il a appelé les investisseurs étrangers à investir dans son pays, tout en exposant les atouts de celui-ci. Nous mettons le cap cette fois-ci au Cameroun, où après l'investiture du président Paul Biya, qui a donc eu lieu le 6 novembre 2018 au Palais des Verts en Guayaquil, dans la ville de Yaoundé, les militants du Rassemblement démocratique des peuples camerounais s'est donc réjouis de cet événement. Et la section du RDPC de la Léquier a donc fêté cette accession au pouvoir pour un nouveau mandat de 7 ans du président de la République. Paul Biya, c'est un reportage d'Albert Patrick. Investiture du président réélu Paul Biya, on en reparle. Cette fois-ci avec la section RDPC de la Léquier Est à Obala, qui après avoir constitué l'arrêt d'honneur partant du carrefour Bastos jusqu'au palais des congrès lors de la sortie du président, est redescendu dans son fief dans la ville d'Obala, question de festoyer. Les 36 ans de pouvoir de Paul Biya doublés à la nouvelle investiture pour le 7e mandat. L'occasion était donc toute trouvée pour faire la fête au sens propre du terme. Et pour le président de la section et pas moins maire de la ville d'Obala, il s'agit là d'un véritable symbole.
Nous sommes très rassurés par le nouveau président qui va prendre à bras le corps les problèmes du Cameroun qui sont d'actualité, les problèmes de l'heure, l'insécurité, le marasme économique et la décentralisation qui devrait s'accélérer pour permettre à nos localités d'avoir un peu plus d'autonomie et un peu plus de moyens pour changer les conditions et le cadre de vie de nos populations. On a donc chanté, on a dansé, on s'est trémoussé jusqu'à tard dans la nuit. Il était question de rendre l'ascenseur à celui qui, pendant 36 ans, a mené de main de maître la vie du Cameroun et surtout à la tête du parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Maintenant, les attentes sont aussi nombreuses pour ces militants qui ont véritablement mouillé le maillot et qui espèrent que le moment est peut-être venu, que chacun s'asseye sur la table pour en récolter les fruits. Toujours au Cameroun, donc, les journalistes camerounais étaient à l'école de l'utilisation des réseaux sociaux. C'était lors d'une formation organisée dans la ville de Yaoundé par justement l'Union de la presse francophone. C'est un reportage signé par Albert Patrick Eya. Le journalisme face aux réseaux sociaux, enjeux, défis et contraintes d'une profession à l'ère de la démocratie numérique. C'est le titre d'un séminaire de renforcement des capacités qui se tient le 8 et 9 novembre 2018 à Yaoundé, à l'intention des journalistes camerounais sur l'utilisation rationnelle des réseaux sociaux. Et c'est la ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Liliken, qui a ouvert les travaux avant d'en fixer le cap, mais aussi l'importance même de cette thématique. Et donc dans notre programme de formation, nous avons pensé avec l'Union internationale des journalistes de la francophonie, section du Cameroun, organiser ce séminaire pour renforcer les capacités des journalistes, pour leur donner des informations, pour qu'ils puissent mieux exercer leur métier. Parce qu'aujourd'hui, le développement de l'économie numérique amène même les journalistes à revoir leur façon de travailler. Ils sont donc venus de différents médias et professions liées au journalisme, les participants à ces assises de Yaoundé qui sont d'une importance capitale au moment même où les réseaux sociaux semblent prendre les devants et noyer en quelque sorte le métier de journaliste. Mais pour les experts, le vrai journaliste professionnel n'a rien à craindre des réseaux sociaux. Il n'y a pas de panique dans la demeure. Il s'agit d'approcher le phénomène des fake news, premièrement, en distinguant le métier de ceux qui ne sont pas journalistes et donc vous ne pouvez pas empêcher ce que nous appelons les dissent, c'est-à-dire la possibilité de jouer. On le comprend donc, à l'ère de Facebook, WhatsApp et tous les autres, il est aujourd'hui très important pour le journaliste de savoir quelle est sa part de responsabilité dans le traitement des informations qu'il recueille dans ces réseaux sociaux. Il est aussi question de parler des fake news qui ont pris place dans le monde des réseaux sociaux. Renforcer donc ainsi les capacités des journalistes camerounais dans ce domaine-là revêt une importance capitale car il s'agit de rappeler les enjeux liés à l'utilisation de ces réseaux sociaux, mais aussi d'appréhender les contours de la communication sur les plateformes communautaires, sans oublier la vulgarisation de la réglementation en matière de communication dans les réseaux sociaux et faire enfin connaître les meilleures pratiques pour faire face aux dérives ainsi qu'aux menaces que représentent ces réseaux sociaux pour le journalisme. Nous mettons le cap cette fois-ci au Soudan où les États-Unis envisagent de retirer le Soudan de sa liste noire des pays qui soutiennent alors le terrorisme, ceci avec des conditions bien définies. C'est du moins ce que nous fait savoir Tony Michael dans ce reportage qu'il signe. Bientôt, le Soudan ne fera plus partie de la liste noire des pays qui soutiennent le terrorisme. C'est ce qu'a laissé entendre Washington mercredi dernier, qui s'est dit prêt à lancer le processus irrélatif. Ceci après avoir salué les engagements pris par le pays en matière de coopération contre le terrorisme, de respect des droits de l'homme et des libertés, de religion et de la presse entre autres. Mais les autorités américaines attendent de Khartoum des efforts supplémentaires en matière de réforme démocratique. Le retrait du Soudan de la liste noire est à ce prix.
Le pays a été placé sur cette liste depuis 1993, car Toum était accusé de soutenir des groupes islamistes. Le fondateur d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, avait vécu dans le pays entre 1992 et 1996. Ces derniers mois, les relations se sont nettement réchauffées entre les deux pays. En octobre 2017 déjà, les États-Unis avaient ainsi levé des sanctions, suscitant un espoir de relance économique dans ce grand pays d'Afrique. Mais le maintien sur la liste noire est vu par de nombreux acteurs économiques comme un frein au développement, car n'incite pas les banques et les institutions internationales à garantir les transactions commerciales avec le Soudan, ni les investisseurs à s'engager dans le pays. Au Mali, nous parlons également de terrorisme. L'armée malienne a réussi à ramener le calme dans la région de Banamba. C'est dans l'ouest du pays. Cette région-là donc avait été attaquée ou du moins oppressée par les attaques djihadistes, et cette armée donc a réussi à enlever ces présumés djihadistes qui avaient déjà causé à travers leur attaque la frayeur au sein des populations et surtout la fermeture de plusieurs dizaines d'écoles. C'est un reportage signé par Halid Mama. La réouverture des établissements scolaires ce mercredi dernier et l'arrestation des présumés djihadistes ont marqué le retour au calme dans cette partie du territoire malien. Ces actions viennent après le déploiement efficace de l'armée malienne à Banamba, localité affectée par le terrorisme et certaines zones environnantes. L'intervention militaire s'est exécutée sous la houlette du chef de l'état-major des armées maliennes, le général Mbemba Moussa Keïta. D'ores et déjà, les écoles sont sous haute sécurité des forces armées du pays, ce qui a favorisé le retour immédiat des enseignements dans un état calme et serein. Par ailleurs, les personnes soupçonnées d'avoir été de mèche avec les djihadistes dans cette action ayant conduit à la fermeture des établissements se sont vues arrêtées et conduits à la capitale du pays, Bamako. Dans cet esprit de garant de la sécurité nationale, le ministère de la Défense, sous la houlette d'Ibrahim Boubacar Keïta, a mis sur pied un dispositif sécuritaire à l'ouest, plus précisément dans les localités de Toubakoro d'Angoudou et de Balala. Au Maroc, le pays va bénéficier d'une enveloppe de 75 millions d'euros auprès de la Banque africaine de développement. Cette enveloppe servira donc à remoderniser l'aéroport Rabat-Salé et à justement faire son extension. C'est un reportage de Junior Wafo. C'est le mardi 6 novembre 2018 que le conseil d'administration de la BAD a approuvé le prêt de 75 millions d'euros pour moderniser l'aéroport Rabat-Salé au Maroc. Pour l'institution financière, cet appui vise à renforcer la compétitivité et l'attractivité de cette zone économique afin de répondre aux besoins logistiques grandissants des opérateurs économiques du pays. La BAD précise aussi que cette opération d'extension à grande échelle augmentera les capacités de l'aéroport Rabat-Salé et permettra la création d'environ 1700 emplois directs. Pour le gouvernement marocain, cette opération permettra de soutenir le processus d'intégration régionale à travers la création de nouvelles lignes pour compléter l'offre de l'aéroport de Casablanca. Alignée sur sa stratégie 2013-2022, cette opération est conforme à 2 des 5 grandes priorités de la Banque africaine de développement, notamment l'intégration de l'Afrique et son développement. Nous restons dans le cadre économique et nous mettons le cap au Sénégal. Là-bas, les États-Unis ont décidé d'aider financièrement le Sénégal dans son développement, ceci pour une durée de 5 ans. Et donc, ce développement aidera justement le pays dans le secteur de l'électricité. Cette information a donc été rendue publique ce 7 novembre 2018. Les détails avec Junior Wafo qui signe une fois de plus ce reportage. 500 millions de dollars, c'est le montant de l'aide des États-Unis d'Amérique au Sénégal, annoncé le 7 novembre dernier, pour l'aider à relever le défi des besoins en énergie. Outre ce montant, le pays, au travers d'un programme gouvernemental créé en 2004, contribuera à hauteur de 50 millions, portant ainsi le coût total du projet à 550 millions de dollars. Baptisé Sénégal Compact Power, ce programme a pour objectif la modernisation des réseaux de transmission à haute tension dans la capitale sénégalaise, ainsi que le renforcement du réseau électrique des zones rurales. L'accord est aussi conçu pour stimuler l'investissement privé, encourager la croissance économique
et réduire la pauvreté en améliorant le secteur de l'énergie au Sénégal. C'est du moins ce que nous fait savoir dans un communiqué Jonathan Nash, directeur du Millennium Challenge Corporation. Malgré les nombreuses promesses du président américain de réduire l'aide internationale, son pays continue de financer des projets, mais seulement ceux qui appliquent les principes de l'économie de marché. Au Burkina Faso, le prix du carburant a augmenté à la pompe et les consommateurs devront débourser un peu plus que d'habitude pour se procurer le gasoil ou le super. Cette information prend donc effet à partir de ce 9 novembre 2018. Lydiane Dedi nous en dit plus dans ce reportage qu'elle signe. Les Burkinabés devront dès ce vendredi 9 novembre ajouter 75 francs dans le tarif habituel du carburant dans leur pays. C'est officiel. Le prix du carburant au Burkina Faso a augmenté. Le ministre burkinabé en charge de la communication, porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Badinou, en a fait l'annonce à l'issue du Conseil des ministres d'hier jeudi. Ainsi, le litre du pétrole du super va passer de 602 à 677 francs CFA et celui du gazole qui était depuis 2 ans maintenu à 526 francs CFA passe à 601 francs CFA, soit une hausse de 75 francs CFA. Le prix du gaz butane, lui, reste inchangé, soit 2000 francs CFA pour la bouteille de 6 kg et 5000 francs CFA pour celle de 12 kg. Cette hausse du prix du carburant est due à divers facteurs, dont ceux exogènes, notamment le coût du baril sur le plan international qui connaît une augmentation depuis un certain temps. Et ce, hormis cette hausse du prix du baril du pétrole sur le marché mondial, la Société nationale burkinabé des hydrocarbures traverse des difficultés financières depuis quelque temps. Au Burkina Faso, les prix des produits pétroliers sont arrêtés en fonction des coûts du baril de Brent et du dollar américain. Au constat, l'État, pour le maintien des prix à la pompe, supporte une subvention d'environ 58 francs CFA par litre de super, 91, 64 francs CFA pour le gaz oil. À ce sujet donc de la hausse des prix du carburant à la pompe au Burkina Faso, nous avons contacté Rémi Danjounou, c'est le porte-parole du gouvernement. Nous l'avons contacté pour qu'il nous donne les raisons concrètes de cette hausse des prix du carburant à la pompe au Burkina Faso. Quelles sont donc les véritables motivations du gouvernement? C'est dans cet élément que nous allons avoir la réponse. Vous vous souviendrez qu'en 2016, le gouvernement a baissé les prix de 50 francs. Quand on regarde la baisse cumulée avec celui de 2015, on était autour, je pense, de 130 francs, je pense, de baisse. Durant cette période, les prix, et vous pouvez le constater, au niveau international, ont connu une hausse. Le gouvernement a espéré à un moment donné que cette hausse-là allait se ralentir pour ne pas qu'on soit obligé de faire cette péréquation. Premier constat. Deuxième constat, c'est que la subvention de l'État, c'est une subvention d'à peu près 14 milliards chaque mois. Ces 14 milliards-là touchent le prix à la pompe, ils touchent également plutôt le gaz que l'on utilise à la maison, et ils touchent également la Sonabel. Vous savez que la Sonabel produit à partir notamment d'hydrocarbures, et pour éviter que les variations au niveau du marché international affectent le prix du kilowattheure, dont le gouvernement a décidé de conserver la subvention au gaz, la subvention à la Sonabel, mais de réduire la subvention que nous apportons à la pompe. Aujourd'hui, nous devons à peu près 240 milliards de francs CFA à la Sonabi. Aujourd'hui, les banques ne sont plus prêtes à donner de l'argent à la Sonabi pour continuer à acheter le carburant que nous allons consommer. Il y a cette réalité-là. Donc il y a une explosion, et vous avez peut-être suivi un peu à l'international. Aujourd'hui, même les réserves annoncées au niveau donc, du brut, que ce soit dans tous les pays, quel que soit l'élément qu'on prend, il y a une baisse des réserves. Il y a une situation internationale aussi que nous ne maîtrisons pas. C'est la crise mondiale autour du pétrole irakien. Donc tous ces éléments-là font qu'il y a une envolée des prix qu'on ne peut plus soutenir. Mais le gouvernement a décidé de ne pas toucher au gaz et de ne pas toucher à la subvention au niveau de la Sonabel. Deux exemples. Notre gaz
est le moins cher de toute la zone UEMOA. Même ceux qui sont dans les zones côtières payent le gaz, la bouteille de 5 kg là, que nous on paye la bouteille qu'on paye à 5 000 francs. Ceux qui sont les moins chers après nous, c'est 5 200. Deuxième chose, notre gasoil est le moins cher de toute la zone UEMOA. Les transporteurs maliens, quand ils viennent ici, c'est ici qu'ils font le plein. Le Mali, qui est dans la même situation que nous, a déjà le super à 700 francs. C'est une réalité malheureusement du marché et on ne peut pas continuer à subventionner à ce niveau-là pendant qu'on a un impératif, et vous le connaissez tous, c'est l'impératif sécuritaire. Les budgets de nos différents départements ont été réaménagés pour permettre de dégager un plus au niveau de la défense sécuritaire. Donc c'est un peu cette réalité-là et nous espérons donc que les acteurs comprendront et qu'effectivement ce processus-là permettra de réduire les subventions, de dégager un peu plus de disponibilité pour l'État, de ne pas mettre en péril la situation de la Sonabi et d'avoir donc un approvisionnement continuel du pays en hydrocarbures. Voilà un peu la situation. C'est donc avec cet élément de Rémi Dadjounou que nous mettons un terme à cette autre édition d'information en langue française sur Afrique Média. Merci de nous avoir suivis, de votre fidélité. Nous vous remercions. N'oubliez pas que nos programmes se poursuivent sur votre chaîne panafricaine. Mesdames, Messieurs, où que vous soyez, nous vous souhaitons une bonne soirée.